RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec le meilleur coach de France, le meilleur Dr Love de France, Maître Yodu qui est là, Johan Durand. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va Johan, t'es en forme, t'as le moral ? Impeccable, tranquillement. Tu m'as jamais Les dit beaux que t'avais jours pas le arrivent, moral. la reprise. Il n'y a pas une fois où tu m'as dit, bon, moyen quoi, ça va toujours en fait. Non, bah oui, écoute, tant que je suis pas blessé, je reprends tranquillement, je reviens de vacances, je vais pas me plaindre, hein. Bah ouais, on est t'as pas bien mal, raison. c'est T'as les bien beaux raison. jours. L'odeur des barbecues, ça commence à se sentir là, Ah tu vois, ouais. donc on est bien. C'est bon ça, c'est tout ce qu'on aime. Encore ça. une fois, un grand merci. Si vous aimez RMC Running, vous allez vous abonner sur les plateformes, sur Apple, sur Spotify, sur Deezer. Comme ça, vous recevez une petite notification dès qu'un épisode est dispo. Il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir sur ces prochains jours. Donc n'hésitez pas à laisser des notes et des commentaires. Vous nous suivez également sur YouTube. La plupart des épisodes sont dispo sur cette plateforme. Vous avez l'image en plus du son. Et un grand merci pour le soutien affiché sur les réseaux sociaux, Instagram et Strava notamment. Johan, on a un super invité à l'honneur aujourd'hui. Un coureur influent, inspirant, polyvalent et qui est en plus performant sur route et sur trail. On va recevoir Johan Stuck à l'occasion de la sortie de son livre Une vie en équilibre, coécrit avec Cécile Bertin. Ça va être passionnant à raconter. Comment est-ce qu'on passe d'une vie de sédentaire à une vie d'athlète tout-terrain ? Comment on combat des addictions par le sport et la course à pied au sens large. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec le plus attachant des coureurs barbus. C'est parti. RMC Running. Il est là en direct de chez lui, Johan Stuck, invité aujourd'hui d'RMC Running. Salut Johan. Salut à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai vu les vacances de Johan à Marrakech, ça donnait bien envie. Hein. T'es surveillé Yodu, t'as vu, personne ne passe à côté. Ah ouais, là, C'est ça. Bon. Non, mais... ça, je voulais juste vous donner envie, tu vois. Voilà. C'était le but. Ah bah ça a marché. Non mais Johan ne croit pas, il était à Marrakech en pleine préparation. Attends, tu rigoles ou quoi ? C'était un stage d'entraînement. Ah oui, en préparation piscine, ouais. Préparation apéro, je suis pas mal. Bah, c'était pour digérer le marathon de Paris. Toi aussi, tu avais un marathon à digérer, Johan, parce que tu as fait le marathon de Londres. C'était un des objectifs de ta saison. Bon, t'as pas atteint l'objectif espéré. Malgré tout, le chrono reste fantastique, 2h28. Puis tu as lutté mentalement en plus. Donc, c'est toujours des courses qui servent, quoi. Même si l'objectif chronométrique n'est pas atteint, c'est forcément un passage qui te marquera sur ta saison 2025. Ouais, ça c'est certain. Bon, ça s'est pas passé comme je voulais. J'avais fait un 2h20 à Florence au mois de novembre dernier. Et c'est vrai que le but, c'était de passer sous la barrière des 2h20. Loin des temps de Yodu, mais après, écoute... J'ai voulu voir, j'ai essayé. C'était une journée très compliquée et bon bah ça va me servir. Ouais, c'est clair qu'il faisait très chaud, mais après dès le départ j'étais pas dans le bon mood. Bien. Et mentalement, physiquement, c'était dur, mais bon bah le but c'était de franchir la ligne d'arrivée malgré tout, parce que c'est quand même une chance d'être là-bas. Donc voilà, j'étais pas blessé et donc voilà, j'ai essayé de faire avec les armes du jour. Moi, c'est ce que j'adore dans ton parcours, c'est que tu es un coureur qui est capable de faire 2,20 au marathon, mais aussi de gagner l'Eco-Trail de Paris, d'aller faire des belles places sur le Marathon des Sables. Cette polyvalence, Yodu, elle est extrêmement rare. Hein. Là, l'histoire, vous allez le voir, de toute façon, si vous découvrez Johan Stuck, elle est atypique et elle est incroyable. À travers son livre, d'ailleurs, c'est très bien raconté, mais déjà, la performance sportive est bluffante, Yodu. Hein. Oui, complètement. Ouais, Johan, il a le profil du trailer, mais qui est également très bon routard. Et effectivement, il navigue entre deux eaux. Et c'est bien que moi, je le prône quand même assez souvent, de basculer de l'un à l'autre, même si c'est deux sports qui sont totalement différents, parce que c'est pas du tout la même façon, la même préparation, quasiment les mêmes muscles. C'est de la course, mais entre un trail et de la course sur route, c'est pas tout à fait pareil. Donc effectivement, d'aller l'un à l'autre, c'est très bien de le faire, et d'être performant sur les deux, c'est pas simple. Mais c'est vrai que quand on fait moins de 2h20, enfin 2h20 au marathon de Florence, c'est une perf de très haut niveau, donc c'est très bien, ouais. Johan, on a rarement reçu un trailer qui adore la route. Hein. T'es très atypique de ce côté-là aussi. Hein. Ouais, j'aime beaucoup la route. En fait, tu sais, moi, je me considère comme coureur toute surface, toute distance. Ouais, et comme j'essaye aussi d'optimiser chez moi avant d'aller au boulot, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une prépa marathon et de voir réellement ce que ça donne. Parce qu'à chaque fois, j'avais fait des bons temps, mais je voulais voir exactement ce que ça pouvait donner en étant sérieux sur la prépa.
Et au final, j'ai beaucoup aimé cette sensation de vitesse, comme tu peux le retrouver quand tu vas faire des sorties assez longues, mais avec des variations d'allure. Et ça m'a vraiment plu. J'ai jamais trouvé ça lassant. Pourtant, je passais toujours par les mêmes endroits. Mais au final, ouais, j'étais content, j'étais détendu avant d'aller au boulot. Et j'ai vraiment aimé. Et c'est pour ça que j'ai voulu remettre le couvert pour Londres. Et après, bon, je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission, mais après, je vais préparer un autre marathon fin d'année pour New York. Ah bah magnifique. Et Johan fait les crosses aussi. En plus, bah oui. Je t'ai vu de loin, je t'ai vu de loin. Non, mais moi je pense surtout à Adrien Séguré, ton coach, et ça doit être infernal pour lui de gérer tout ça. Bon, c'est quelqu'un, Adrien Séguré, c'est le coach de l'équipe de France de trail, mais bon, il doit se casser la tête pour te faire des plans d'entraînement. Remarque, t'es un bon cobaye, quoi, parce qu'on peut tout tester avec toi, du tempo, de la vitesse, du dénivelé. C'est comme un rat de laboratoire en fait, Johan. C'est ça. Ouais, après je suis on est en train quand même de mettre plutôt des projets en place ou assez cohérents. C'est pour ça que j'ai fait la saison de cross en même temps avec cette prépa marathon, un petit peu comme Johan l'a fait pour le marathon de Paris. Mais bon, lui, il a gagné les France. Mais après, derrière, c'était sympa parce que ça me permet d'avoir quand même quelques bases pour des trails qui vont être plutôt roulants sur cette période estivale. Et puis après, je garderai un petit peu tout ça pour retourner sur la route et me faire plaisir à nouveau, quoi. Et faire les crosses plus sérieusement l'année prochaine. Parce que toi aussi, hein, tu es un peu de la même génération que Yodu, tu as 42 ans aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, Johan. C'est ça. Donc ça prouve qu'on peut rester performant et un coureur de haut niveau, même si on dépasse 40 ans. Allons-y sur ce livre. Avant de démarrer l'histoire, pourquoi ce livre ? Pourquoi tu as eu l'envie comme ça de raconter ton histoire ? Tu es quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, tu inspires beaucoup de coureurs et de trailers. Pourquoi tu as eu envie de le poser sur écrit comme ça et laisser un objet physique comme ça à tous ceux qui te suivent et qui t'admirent ? Je trouve que les réseaux sociaux, c'est assez compliqué de pouvoir bien les utiliser. Moi, je fais vraiment au feeling et j'ai pas de ligne directrice, tu vois, pour vraiment... c'est pas calculé. En gros, je fais vraiment au feeling ces réseaux sociaux. Parfois, c'est bien fait. Parfois, ça l'est pas trop. Et des fois, c'est mal perçu. Donc, ce que j'essaye d'écrire. Et je me suis dit que le livre... était déjà un moyen beaucoup plus intimiste, donc je me livre beaucoup plus dans le livre que sur les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie de parler de ma vie en général sur les réseaux sociaux, même si j'en joue beaucoup. Mais c'est surtout je voulais relater un truc beaucoup plus profond, et grâce à Cécile Bertin, on a pu travailler en binôme où elle m'écoutait beaucoup et j'avais besoin d'une personne extérieure qui puisse aussi me pousser dans mes retranchements pour vraiment beaucoup plus me livrer. Et ça a bien matché parce que Cécile, je la connais très peu. On s'est rencontrés à Hong Kong une fois lors d'un trail. Et c'est le début du livre d'ailleurs. Ouais. C'est le début du livre, on explique comme ça. Et ensuite... ça a bien matché, donc derrière, après, je reprenais pas mal de choses parce que je voulais que certaines choses soient perçues différemment. Mais c'était vraiment un beau team d'écriture. Et voilà, donc pourquoi ce livre ? Déjà, c'était un projet depuis quelques années, parce que j'ai une histoire assez atypique. Je suis arrivé tard aussi dans le running. Et je me dis que ce bouquin, ce qui est bien, c'est que... Tu vois, les réseaux sociaux, c'est éphémère, alors qu'un livre, ça reste, c'est de la matière et surtout, ça se transmet. Donc, hier même, tu vois, au magasin, j'ai quelqu'un qui m'a dit « j'ai adoré le bouquin ». Du coup, je l'ai transmis à quelqu'un d'autre après une sortie vélo et du coup, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. Tu sais ce que j'adore, moi, il y a plein de points que j'ai envie d'aborder avec toi parce que il y a le potentiel insoupçonné, il y a la lutte constante avec les addictions, il y a plein de sujets que je veux vraiment évoquer avec toi et que tu nous racontes cette histoire. Je suis obligé de démarrer par le cadre familial, Johan, parce que là aussi, tu as une vie difficile, hein, il faut mettre les mots sur les choses. Malheureusement, tu as perdu ton papa dès l'âge de 11 ans, tu as été élevé par ta maman et ta grand-mère, ta maman que tu as perdue aujourd'hui d'ailleurs, c'était vraiment le pilier, le centre de ta vie, c'est elle que tu rends hommage avant tout dans ce bouquin.
dès le début, la vie t'a pas fait de cadeau, quoi. Et ça explique aussi une partie de ta personnalité et de ton caractère, Johan, je pense. Oui, c'est vrai que la vie n'a pas été la plus facile. C'est vrai quand on la compare à d'autres vies, mais après, oui, j'ai connu très peu mon papa. Déjà, mes parents ont divorcé quand j'étais très, très jeune. Et après, je l'ai peu vu, je l'ai peu côtoyé. J'avais pas que des bons souvenirs étant enfant. Et après, oui, ça a été un mix entre dormir chez ma mère qui travaillait de nuit en tant qu'infirmière psy et qui s'est décarcassée pour que son fils ne manque de rien. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et après, ouais, comme elle travaillait de nuit, après, j'habitais quelques soirs chez ma grand-mère. Donc, c'était un mix de couchettes. Mais après, tu prenais le bus tout seul très jeune. Ce que tu dis, moi je suis papa aujourd'hui, jamais je ferais ça avec ma fille. Bon, après l'époque a changé aussi, mais je prenais le bus, j'étais en CE1, CE2, je prenais le bus qui faisait 15 km et c'était pas un bus scolaire, c'était un bus public. Le quoi. bus de la ville. Ouais, et en fait, ouais, c'est clair que, tu vois, marcher dans la nuit pendant 15 minutes pour aller jusqu'à chez ma grand-mère, ouais, c'est vrai que ça, je le ferais pas faire à ma fille. Moi qui l'amène tous les matins, enfin presque tous les matins à l'école, alors que l'école est à 200 mètres de la maison. mais ouais, ça, c'était une autre époque, quoi, on va dire. Ça se ressent pas mal ça, Yodu, dans l'histoire de plusieurs champions, tous sports confondus. Lorsqu'au départ il y a une vie familiale un peu délicate, un peu particulière, ça donne une force de caractère aux athlètes qui se révèlent ensuite. C'est une façon aussi de se construire un mental, un caractère, et d'avoir cet esprit revanchard aussi sur les performances sportives. Oui, complètement. Ouais. C'est vrai que tu as beaucoup d'histoires comme ça de sportifs de haut niveau qui ont eu des enfances plus ou moins difficiles. Mais c'est des histoires de caractère. Tu sais, quand tu es comme ça, confronté un petit peu à toi-même relativement jeune, t'apprends beaucoup plus vite, t'apprends les choses de la vie et t'es capable, surtout dans les moments délicats, de peut-être moins stresser sur une compétition, d'avoir justement cette mentalité de gagnant et de toujours vouloir s'en sortir et de jamais lâcher et d'être un mort de faim, comme on dit. Et c'est vrai que ça, pour le coup, on le retrouve chez pas mal de sportifs de haut niveau avec des histoires plus ou moins compliquées, ouais. Autre trait de ton caractère, parce que Lavigne, je vais pas non plus dire que t'as eu une vie vraiment extrêmment difficile, mais non, après il y a des vies beaucoup plus difficiles voilà, que évidemment. La mienne, ça c'est certain. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a un trait important de ta personnalité, je trouve, c'est que lorsque tu es entré dans le monde du travail, tout de suite t'as eu des boulots exigeants physiquement et entre guillemets un peu ingrats, et ça aussi, ça t'a construit ensuite ta vie de sportif. C'est pas uniquement le côté caractère, là c'est aussi le côté physique. Quand tu t'es révélé toi-même en course à pied, en trail, etc., tu t'es aperçu que la base physique était là parce que tu as eu des boulots contraignants tout au long de ta vie en fait. Ouais, après ça je le tiens aussi de ma mère qui du coup s'est acharnée à travailler nuit pour gagner plus d'argent, rester dans le même boulot et elle m'a toujours mis en avant que le travail et puis la pugnacité était une chose ultra importante dans la vie. Donc c'est vrai que déjà très jeune, j'ai commencé à travailler dans les champs, tu vois, à moins de 14 ans, je faisais ça l'été. Puis après, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire des extras en intérim, tu vois, à travailler en tant que préparateur de commandes le samedi matin en me levant tôt. Je travaillais aussi en usine en été, enfin voilà. Mais après, c'est vrai que derrière, oui, ne serait-ce pour les études, tu vois, j'ai voulu à tout prix faire déjà des études en alternance pour gagner un petit peu de sous. Et après, j'ai souvent fait des extras. Et puis même, lorsque je suis rentré vraiment dans la vie pro, je cumulais 2 boulots, tu vois. Donc, dès que j'ai commencé, j'ai été responsable d'une petite boutique sur Avignon. Et ensuite, j'étais pizzaïolo le soir, tu vois. Bon, après, c'était pour payer mes apéros ensuite, donc je pense pas que c'était un cercle très vertueux, mais bon. C'est ça, exactement. C'est la suite logique, parce que malheureusement, tu le racontes toi-même, tu bascules dans ces 2 addictions, le tabagisme et l'alcoolisme, malheureusement, parce que c'est toujours dur de s'en sortir. Au début, on s'en rend pas compte, et puis petit à petit, c'est un engrenage qui se met en place. À quel moment, il y a ce premier 10 km que tu vas parcourir et qui va changer ta vie, mais à quel moment personnellement tu te dis il faut que je me reprenne en main quand même, je suis jeune, je suis déjà comme ça très attaché à la cigarette et à la boisson, là c'est plus possible, il faut que je me remette en route quoi.
Bah écoute, ça a été aussi lorsqu'un jour j'ai pu retrouver où j'avais garé ma voiture. Ah ouais. Donc déjà, ouais, J'ai fait le tour d'Avignon, je savais plus où j'étais là. Donc tu vois, je me suis dit waouh, là on est allé vraiment loin. C'est sûr. Et Ouais, après, j'ai eu une sorte de déclic lorsqu'une journée j'ai pas eu l'envie de vraiment fumer. Je me suis dit bon, c'est peut-être le moment à saisir et voir un petit peu plus loin, puisque ça faisait plein de fois que j'essayais d'arrêter. Ça durait soit 1 heure, soit des fois une journée, voire 2. Mais là, ouais, le flow était pas mal. Et du coup, comme j'atteignais pas loin des 100 kilos à cette époque-là, je me suis dit, bon, au lieu de faire un poids à plus de 3 chiffres, fais quelque chose d'autre que de compenser dans la bouffe. Donc, trouve un sport facile, un sport accessible. Donc, je me suis dit, vas-y, on va commencer par le running, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était pas le sport le plus accessible et le plus facile. Mais du coup, j'ai pris un t-shirt en coton, j'aime bien le répéter, et un short de l'OM, forcément. bien sûr. Pour commencer à courir, une vieille paire de Nike Shox. Alors, je pense pas que c'était la meilleure chaussure à prendre. Oh non. Mais voilà, j'ai fait mes premières 20 minutes. Alors, j'ai choisi le bon moment aussi, parce que c'était au mois d'août. Mais, voilà, plein soleil, Avignon, tout ce qu'il faut. Ouais, tout ce qu'il faut, les cigales. Voilà. Et la première chose que j'ai faite, par contre, c'était de m'ouvrir une bière lorsque je suis revenu. mais voilà, et ça a commencé comme ça. Et après, la suite s'est bien déroulé parce que j'ai changé pas mal de choses, notamment mon mode de vie, à moins picoler déjà. Parce que c'est toujours un travail que j'ai à faire sur ce côté alcool. Et c'est. Oui, et parce après, que tu la dis clope aujourd'hui, n'est jamais revenue. sans déflorer, tu dis aujourd'hui que tu ne te considères plus avec un problème avec l'alcool, mais en revanche, l'alcool festif lors d'une soirée partenaire ou quelle qu'elle soit, là aussi, tu dois toujours te contrôler, quoi. Il y a toujours entre guillemets, des vieux démons qui peuvent ressurgir, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué parce que, voilà, comme on est en train d'échanger ensemble, quand je fais les trucs, je les fais à fond, mais que ce soit du bon et du mauvais côté. Donc, pareil, dès que je suis lancé, et c'est pas forcément bon. Donc là-dessus, il faut que j'arrive à plutôt faut pas lancer la machine, quoi. Voilà, donc, ouais, c'est ça, exactement. Donc, il faut que j'arrive à tempérer, quoi. Voilà, donc si tu vas chez Yodu goûter le vin local de Bergerac, vaut mieux qu'on t'arrête avant que tu t'arrêtes toi-même. On lui met un crachoir et on crache. Hein. C'est ça le truc. C'est ça. Ce premier dossard, ce premier 10 km préparé en un mois, cet objectif de 45 minutes et ce chrono de 44,59, là aussi c'est un point de départ. Et peut-être une prise de conscience que la course à pied peut t'aider à gagner en estime de soi, en estime de toi d'ailleurs, et en confiance, quoi, tout simplement, et que tu peux te sortir de tout ça, tout ce contre quoi tu luttes, grâce à la course à pied, Johan. Ouais, ça a été vraiment vertueux de se dire, voilà, j'arrive à faire un bon 10 km. C'est vrai que c'est assez rare, après un mois de running, de faire moins de 45 minutes, enfin un tout petit peu moins. Et derrière, je me suis dit, vas-y, on va essayer. Et c'est vrai que quand on commence à courir, le cercle s'élargit un petit peu. Donc j'ai rencontré des personnes qui ont pu m'accompagner et qui ont pu me donner des petites infos. Après, j'ai fait ça de manière autodidacte, tu vois, et en y allant progressivement, forcément, en allant à la salle de sport, tu vois, pour remuscler un petit peu ce qui était caché. Et après, voilà, ça a commencé de cette manière-là et j'ai voulu voir un petit peu plus, en pensant beaucoup trop peut-être à la course à pied au départ, mais après, voilà, je voulais réussir dans cette démarche, quoi. Ouais, c'est un autre aspect de ta personnalité, parce que tout de suite, tu rencontres un club de vieux briscards qui ont beaucoup d'expérience dans la course à pied, et toi, tu y vas à fond, quoi. Et même eux te poussent, ils te disent, vas-y, mais tu as du potentiel, tu démarres par ce qu'on appelle les courses de village et tout, mais dès que tu t'impliques, tu t'impliques à fond, quoi. C'est ça, c'est que tu fais muscu, tu n'y es pas allé à moitié, quoi. C'est ça, Johan, là aussi la clé de la réussite. Ouais, puis j'étais vachement à l'écoute, voilà, sur ce club de vieux briscards, ça me faisait penser au foot d'avant, tu vois, avec les anciennes méthodes et tout, et j'ai vraiment adhéré à ça, quoi. C'était un peu les vieux crampons, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment adhéré à ça, et puis je voyais que je progressais, donc forcément ça aide. Et derrière, j'ai commencé à faire
les petites courses du coin et c'était toujours sympa. Et après, voilà, j'ai voulu performer encore plus, quoi. Pourquoi tu bascules sur trail alors à ce moment-là? Ben, en fait, donc après ce passage sur Avignon où je suis originaire, je suis monté sur Lyon pour ma compagne, Estelle, qu'on la salue. mère de Charlie. Et qui est le pilier de ta vie aujourd'hui, bien sûr. Et oui, exactement. Et à côté de ça, donc j'ai découvert Lyon. Je trouvais cette ville vraiment sympa. Et puis sur le côté historique. Donc et après, ça m'est arrivé de me perdre, tu vois. Et en me perdant, j'ai voulu passer par des chemins, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc venant en plus du sud, j'adore courir dans la garrigue. Là, ça a été pareil, mais toujours dans cette sensation de courir, tu vois, mais d'aller dans les chemins, et je trouvais ça plutôt sympa de sortir de ce brouhaha urbain, et je trouvais ça plutôt cool, quoi. Ouais. Rapidement, les résultats apparaissent, on l'a dit, tu participes à des trails et tu te retrouves sur la ligne de départ avec des légendes de la discipline. Tu croises Ludo Pomeray, qu'on embrasse, tu croises François Den, qu'on a reçu plusieurs fois ici aussi. Parfois, tu les croises alors qu'eux sont en pleine phase de récupération. Mais le fait de batailler avec eux et de les devancer sur certaines courses, ça te fait prendre conscience de ton potentiel aussi, Johan, à ce moment-là. Ouais, du coup, c'est vrai que sur une première course là dans les environs de Lyon, c'est un peu la première course que je gagne avec du niveau. Donc c'était lors du Trail des Cabornis. Bon, il y avait Ludo Pomeray sur cette course-là. Bon, une course trop roulante, je pense, pour lui. Et en même temps, je pense que c'était la première fois qu'il remettait des chaussures de trail, alors qu'il était parti sur toute sa saison de ski de rando, de ski alpi en sortant de la Pierre à Menthes. Et là, c'est vrai que c'était une belle opportunité de gagner ici. Et puis ensuite, oui, je me suis retrouvé sur des lignes de départ avec François, où lui, alors il était plus en prépa pour le Mont Fuji à l'époque, où je finis juste derrière lui. Et après, oui, je me suis dit, allez, il a eu on y peur va. d'ailleurs, il te voyait plus parce que tu t'es perdu. Ouais, c'est ça. Et il s'est dit, mais où est-ce que tu étais passé, quoi. Et après, tu lui as expliqué. Et je trouve ce passage très intéressant parce que tu t'identifies un peu au parcours de François. Déjà, vous avez un grand gabarit tous les deux. Toi, t'es grand, mais lui, il est encore plus grand que toi. Lui, il fait 1m90, toi, tu fais 1m82. C'était la première fois, ça me faisait bizarre de lever la tête quand tu parlais à court. Exactement. Et puis, le côté, ma vie n'est pas exclusivement tournée vers le trail. Lui qui était à l'époque dans ses vignes. Donc, ça t'a parlé, ça t'a touché, Johan, aussi à l'époque. Ouais, j'ai trouvé ça génial déjà, son côté son côté cool, tu vois, et humble, c'était dingue. Et c'était une petite course dans le Beaujolais, un 60 bornes, assez roulant, mais du coup lui il était tellement en aisance que j'avais un guide de luxe autour de moi, donc il m'expliquait même sa volonté d'être dehors, tu vois, pour travailler. Donc c'est pour ça qu'il avait repris des vignes. Parce qu'au départ, il est kiné de base, mais il voulait plutôt s'occuper de brebis ou de, tu vois. Et il s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué, c'était trop chronophage de s'occuper d'animaux et que tu pouvais pas forcément délaisser facilement ton troupeau, quoi. Donc les vignes étaient plus simples. Donc du coup, il m'expliquait un petit peu tout ça, en m'expliquant toute la région également, et c'était vraiment un super moment sympa, quoi. Ouais. Et alors ensuite de fil en aiguille, forcément tu es contacté par des marques et ça c'est un rapport au sponsorat que je trouve excellent, au sponsoring, parce que toi tu n'as pas le réflexe de te dire ça y est je vais être sponsorisé, ça va sauver ma vie, et ça décrit un peu la face cachée du sponsoring dans le sport et dans ces sports en particulier, le trail et la course à pied. Premier contrat avec New Balance, deuxième contrat avec Adidas. Les gens peuvent se dire ça y est, il assure ses arrières et là comme ça il est tranquille parce que Newbie ou Adidas sont en train de le suivre, mais non, au départ c'est que de la dotation matérielle. Le seul argent qui rentre, c'est l'argent des dotations, les primes que tu touches sur les courses, et c'est un peu l'envers du décor. Et toi dans ta personnalité, c'est ça qui peut coincer à ce moment-là, Johan, en fait. Ouais, exactement. En fait, c'est assez caché, et puis on va pas divulguer non plus nos contrats, mais après, oui, au départ, New Balance, moi j'étais... En fait, c'est de la fierté de dire, il y a une marque qui te chope, et du coup, c'est cool. Du coup, c'était une dotation de 4 paires de chaussures, un peu de textile, tu vois. Donc, ça, c'était sympa. Après, derrière, oui, Olivier Guy me contacte à l'époque pour Adidas et me dit, il y a un truc à faire. Et
en fait, cette bascule vers Adidas, c'était pareil, ouais, c'était des primes de course, mais c'était des bonus, tu vois, donc... Bah voilà. Et c'était sympa parce que t'as le côté Adidas, tu vois, j'ai vécu des bons moments, j'ai rencontré des super personnes, j'ai pu faire un bras de fer avec Teddy Riner, tu vois, bon, je dirais pas qui a gagné hein, entre les deux. Ah non, bah, j'ai une idée. Ouais. Mais du coup, oui, j'ai eu plein de moments qui ont été vraiment géniaux là-dessus, mais ouais, c'était pas du sponsoring comme on peut se l'imaginer. Après, bah, forcément, derrière, ça te met une pression involontaire aussi, parce que tu dois prouver, et puis, ouais, moi, j'arrivais au milieu de tout ça, tu vois, c'était un peu... C'était particulier, quoi. Tu racontes d'ailleurs certaines courses et tu racontes surtout la déception que tu ressens dans ce fameux team Adidas lorsque tu peux pas perfer, que tu passes un peu à côté de ton objectif et la façon dont toi tu dois digérer tout ça. Et rappelons tout de même que cette fameuse addiction à l'alcool dont tu parlais est toujours présente à ce moment de ta carrière et de ta vie, Johan, d'ailleurs. Ah ouais, totalement. Il y a eu des moments, des up and down où parfois, ouais, j'étais vraiment très down et c'était pas cool. Et puis ouais, la période Adidas, ça n'a pas été la meilleure pour moi sur ce côté performance. Et ouais, c'était vraiment particulier, mais voilà, je l'ai découvert et au contraire, je m'en sers derrière. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne plus prendre de partenariat en chaussures et textiles et garder des partenariats sur du long terme avec les petits qui sont devenus les grands en fait maintenant, et ça c'est vraiment une fierté d'être accompagné depuis presque 10 ans par certaines marques qui étaient vraiment secondaires et maintenant qui sont devenues prioritaires pour moi, parce que c'est plus une marque, c'est un vrai échange. Certaines personnes sont des amis maintenant, tu vois, on parlait de l'Eco-Trail de Paris juste avant. Bah, c'est un des sponsors qui me fait l'assistance, Rudy de Weezings, qui m'accompagne depuis des années, et il m'a fait l'assistance et on gagne ensemble l'Eco-Trail de Paris. Donc voilà, moi je préfère des échanges comme ça, et ça me permet déjà aussi de sortir de ce monde des teams que je trouve un peu particulier et voilà, et de courir plutôt pour moi, quoi. C'est intéressant ça, Johan, parce que toi tu es en plein dedans aussi, toi tu as fait toute ta carrière dans le haut niveau de l'athlétisme, Yodu, donc ce relationnel avec le sponsoring tu l'as toujours, encore aujourd'hui. C'est un peu la face sombre entre guillemets d'une marque qui t'accompagne. C'est-à-dire que oui, c'est très bien, t'es content devant tes potes, t'as des dotations et t'as toujours le matériel dernier cri de la marque représenté. En revanche, t'as des obligations et aussi des comptes à rendre. Et ça, c'est aussi l'aspect difficile de la professionnalisation de vos sports, hein. Ah, complètement, ouais. L'aspect difficile, c'est que tu ne cours plus que pour toi, tu cours aussi pour la marque des fois. C'est-à-dire que la marque peut te dire, tiens, on est partenaire de cette course, ça serait très bien que tu y ailles et que tu essayes de faire la meilleure performance possible. Et Johan, tu vas faire la Saint-Élion parce que ASICS c'est partenaire, donc tu vas te débrouiller, tu vas y aller. Ah ouais, dans la neige, ok, bon. Non, pour le coup, moi, j'en ai déjà parlé pas mal dans ce podcast, mais j'ai vraiment pas à me plaindre parce qu'ASICS c'est pas du tout dans cette optique-là. Ça reste un partenaire très très humain et très ouvert, hein. Je l'ai raconté 1000 fois, mais j'ai été blessé pendant 2 ans et à aucun moment ils ont activé une clause qui existait dans mon contrat, qui est écrite noir sur blanc, que si je faisais pas telle performance, mon contrat serait divisé par 2, et ils auraient pu très bien le faire et ils l'ont jamais fait, en me faisant confiance, en me disant soigne-toi, prends le temps. Et donc ça, effectivement, c'est une relation que tu dois avoir de confiance avec les marques, et quand tu l'as pas, c'est compliqué parce que voilà, t'as l'impression d'être un numéro sur un numéro de plus parmi la marque, et que t'es un athlète lambda, quoi, et que ils sont pas du tout à l'écoute de toi, de ton ressenti, de ta vision de la course à pied. Et ça, c'est vrai que quand t'es athlète, et quand tu es athlète de haut niveau comme Johan, tu as besoin de sentir qu'on te fait confiance, tu as besoin de sentir qu'on ne te met pas la pression, une pression de dingue. Les résultats, ils vont venir si l'athlète il est bien dans sa tête. Et ça, pour le coup, ASICS l'a bien compris, en nous mettant un camp d'entraînement en place, en te mettant aucune pression sur tes performances. Et dans ce cas-là, quand l'athlète il est bien, normalement, il est performant. Donc, il y a une logique derrière aussi, quoi. Et puis, il y a une autre donnée qui est prise en compte par les marques aujourd'hui, et c'est marrant
marrant parce que vous avez vécu l'avènement tous les deux. Et Johan, toi, tu y étais préparé parce que c'est quelque chose que tu as toujours utilisé. Ce sont ces fameux réseaux sociaux. L'influence, comme on dit, que tu peux avoir sur ces réseaux, que ce soit Instagram, Strava ou tous les autres canaux, Facebook ou les vlogs. Toi, ça fait partie de ta vie depuis longtemps, depuis le début de l'aventure, Johan. Et ça peut compter aussi sur des renégociations. Et tu l'expliques bien dans le livre aussi, c'est une donnée importante aujourd'hui quand on est athlète pour aller négocier un partenariat, Johan. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ben ouais, c'est vrai que ça aide pas mal. Après, c'est pour ça que moi on va dire, je suis un peu l'athlète 2.0, tu vois, où en gros, voilà, j'utilise autant les réseaux sociaux que les entraînements, mais après, voilà, des fois, j'en parle dans le livre, mais des fois, je me suis un petit peu trop reposé sur les réseaux sociaux pour aller faire moins d'entraînement ou, tu vois, sortir un petit peu de cet esprit compète. Et c'était un petit peu dommage de se contenter des réseaux sociaux à côté. Et ça m'a fait du bien après de me remettre et de me mettre un coup de pied au cul. Mais après, les réseaux sociaux, je pense que maintenant, c'est important. Après, il faut pas trop en faire non plus. Bien sûr. Le côté influenceur n'est pas péjoratif. Après, je me considère entre l'influence et entre le côté sportif parce que tu vois, j'ai pas les chronos de Yodu, donc voilà. Mais après, j'essaye d'être performant et de me donner à l'entraînement et de faire au maximum. Et par contre, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que voilà, j'étais un petit peu décrié par certains athlètes, notamment en trail. C'est ce dont j'allais te parler, voilà. Exactement. Et qui étaient là à rigoler parce que je faisais beaucoup sur les réseaux sociaux et au final je me rends compte que maintenant ils sont en train de faire la même chose parce qu'ils sont un petit peu obligés, quoi. Comment t'as vécu ces critiques, Johan, alors à ce moment-là? Au début c'est pas forcément facile parce que tu vois, t'arrives comme un cheveu sur la soupe où les gens se disent il a rien en termes de palmarès, c'est pas celui qui court le plus vite. C'est toujours compliqué de rentrer dans vraiment l'élite pure, tu vois. Toi, t'arrives dans le haut niveau, mais pas dans l'élite. Et c'est toujours compliqué de rentrer comme ça parce que t'as pas de crédibilité forcément. Ouais, après, c'est le syndrome de l'imposteur un peu. Ouais, c'est totalement ça. Et donc ça a été vraiment compliqué. Et du coup, derrière, ça te met une pression encore secondaire. Et c'est là que tu dis, l'esprit team, c'est pas forcément le bon mot. C'est pas adéquat, quoi. Alors que je pense que c'est une erreur fondamentale, c'est que ce qui plaît à ta communauté, je pense, Johan, c'est le parcours de vie. Au-delà des posts, etc., c'est de suivre ton histoire et ton chemin. Et ça dépasse même les performances sportives. Toi, tu as la chance d'avoir des perfs très élevés, mais si tu avais des perfs un peu moins bonnes, l'histoire serait la même et tu serais autant suivi et tu serais aussi inspirant pour ceux qui te suivent. Parce que la clé des réseaux, c'est ça, c'est le bon côté, c'est que tu peux permettre à des gens qui te suivent et qui ont du mal à se motiver de se dire, ce gars-là, il a eu les mêmes problèmes que moi, il a été en surpoids, il était fumeur, il consommait beaucoup d'alcool, il s'en est sorti, parce que c'est ça le bon côté des réseaux finalement. Ouais, après ça, je m'en sers énormément et j'essaye de le prôner, tu vois. Surtout en disant, regardez, il est jamais trop tard, vous pouvez réussir. Déjà, juste d'aller dehors, c'est bien, je l'ai fait, j'y suis arrivé. Regardez, j'en suis là, je suis épanoui dans ce que je fais. Ça me motive aussi à faire d'autres choses. J'ai découvert d'autres choses, j'ai changé mon mode de vie. Si j'y suis arrivé, franchement, vous pouvez y arriver, tu vois. Je parle pas forcément des résultats, mais je parle de cette prise de conscience. Et voilà, après, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent... Johan, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer, ça m'a motivé et j'ai pas refumé depuis alors que j'ai essayé maintes et maintes fois. Pour moi, c'est beaucoup plus important que de lever les bras sur une ligne d'arrivée parce que là, tu as vraiment apporté quelque chose et la victoire, elle reste éphémère. Mais voilà. Enfin, éphémère pour les autres, quoi. Non, mais c'est sûr. Il y a toujours il faut pas toujours voir les réseaux de manière négative, Yodu. C'est ce qu'on dit tout le temps dans RMC Running, c'est que l'intérêt aussi, c'est de permettre à certains de s'inspirer de ce que font les autres, quoi. C'est ça l'idée des réseaux, en fait. Ouais.
Ouais, non, c'est un équilibre à trouver. C'est vrai que tu as des histoires à raconter et ça peut être très inspirant pour les gens, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand les gens vont chercher quelque chose, une information ou s'inspirer de quelqu'un, bah, c'est très bien. C'est-à-dire que des fois, voilà, moi j'essaye, on le voit enfin, avec les podcasts qu'on fait ensemble, RMC Running, on donne beaucoup de conseils et c'est vrai que le nombre de personnes qui m'ont dit merci Yodu pour les podcasts, pour les conseils et tout, ça m'aide vachement parce que je suis pas en club, parce que je cours moi de mon côté et que je faisais un peu n'importe quoi et que j'ai compris qu'il fallait y aller de façon progressive, structurée et tout ça, bah voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de retour, ouais. Et nous, c'est ce qu'on aime, c'est apporter du concret à la pratique sportive et c'est ça qui marche le plus. D'ailleurs, on le voit, nous, dans les chiffres du podcast, dès qu'on donne du conseil, etc., c'est ça qui plaît parce que forcément, quel que soit son niveau, on peut s'inspirer des conseils qui sont donnés. Justement, avant d'aborder la partie entraînement, Johan, parlons donc on a parlé de ce lien avec les réseaux sociaux, parlons de l'humilité qu'a apporté aussi la course à pied parce que tu as eu beaucoup de grands objectifs, tu as eu beaucoup de bonnes victoires. Tu nous diras d'ailleurs quelles sont vraiment tes meilleurs souvenirs parce qu'il y a eu beaucoup de victoires marquantes, mais la course à pied ça impose de l'humilité quoi. Tu peux jamais arriver très confiant sûr de toi et un peu prétentieux au départ d'une course quoi, quel que soit ton niveau. Ouais, ça c'est certain. La course à pied m'a beaucoup aidé là-dessus, surtout sur les courses beaucoup plus longues, telles que la CCC, donc Courmayeur, Champé-Chamonix, une des courses de l'UTMB, donc 100 bornes et un peu plus de 6000 de D+. J'avais pu la faire une première fois où ça s'était assez bien passé. Bon, je m'étais perdu à cause du temps qui était pas terrible et du coup j'avais loupé un jalon. Mais après, derrière, j'y suis retourné l'année d'après, peut-être un petit peu trop confiant, en faisant une énorme descente, en rattrapant beaucoup de monde. Et au final, à la fin, j'avais les muscles cassés en deux et du coup, je commençais à cramper, mais de partout. Je m'étais mal alimenté. Enfin, du coup, c'était vraiment un total manque d'humilité là-dessus. Je m'en suis même excusé auprès d'Olivier Guy, qui à l'époque était le team manager d'Adidas, en disant écoute, ma course a été très mal gérée et j'en suis désolé, c'est nul ce que j'ai fait. Et après, ça m'a beaucoup appris là-dessus parce que je me suis dit, voilà, les prochains coups, il va falloir y aller différemment, de manière plus réfléchie. Et c'est vrai que du coup, j'appréhende mes courses d'une autre manière et même dans la vie, tu vois, je me dis, pars pas trop confiant parce que tu vois, le karma est souvent pas loin. Donc voilà, en course, dans la vie en général, ça m'aide pas mal, quoi. Et tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup appris dans la gestion de course, la gestion de l'événement et la façon de te préparer et d'aborder un événement. On pourra ça aussi en reparler. Mais tes victoires marquantes, il y en a pas mal. Il y a l'Éco-Trail, il y a ce que tu as fait sur le Half Marathon des Sables en Amérique du Sud. Quel est le souvenir le plus marquant pour toi, le meilleur souvenir que tu gardes de tes victoires et de tes courses disputées? J'ai deux gros souvenirs, enfin peut-être trois. Tu vois, quand on parlait de pugnacité, oui, c'est la victoire à l'Éco-Trail en 2023, parce que j'avais fait 2 fois deuxième, troisième, quatrième, j'avais fait un DNF aussi. Et c'est vrai que là, tu dis, la boucle est bouclée, et voilà, il y avait la détermination, la pugnacité, et je voulais vraiment la gagner, cette course, parce que c'était un profil qui me correspondait bien. J'ai vécu plein de sensations dans cette course et je trouve qu'elle est vraiment très atypique. Donc ça c'est sur le côté acharnement qui m'a plu. Et puis monter sur le podium avec un maillot de l'OM, j'ai trouvé ça génial aussi. Jamais les premiers. T'as raison, Johan, bravo. Et après, écoute, un gros souvenir, c'est aussi l'arrivée au marathon du Mont Blanc avec ma fille dans les bras. J'ai trouvé ça génial. Bien sûr. Parce que le côté famille est vraiment important pour moi. Et après, là, c'est ce qui a changé aussi pas mal de choses sur moi, c'est ce marathon des Sables l'année dernière. Donc 250 km dans le désert, ça change un bonhomme quand même. Et puis finissant premier européen, j'ai trouvé ça, c'était la cerise sur le gâteau. Et ces courses à étapes m'attirent de plus en plus. Et
Ouais, j'ai vraiment aimé, ouais. Ça a démarré par la Trans Rockies, hein, voilà, aux États-Unis. On vous laisse lire ça, mais c'est vraiment un esprit fantastique. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert grâce à toi, Johan. Mais alors, Ok. tout le côté, on arrive, on va se baigner dans le lac, on est tranquille, on fait un barbecue, etc. Moi, je trouvais ça super. L'état d'esprit de cette course, complètement différente du marathon des sables. D'ailleurs, tu le racontes bien, parce que là, c'est de l'autosuffisance. C'est vraiment deux états d'esprit complètement différents. Mais Johan, les courses à étapes, Yodu, c'est... Moi qui suis coureur de route, j'avoue que c'est en lisant tout ça m'a titillé, quoi. Je me suis dit, faire au moins une fois une course à étapes, ça doit être quelque chose, et mentalement tu dois te prouver des trucs, quoi, tu vois. Ah oui, parce que en plus, tu dors généralement dans des conditions assez difficiles, hein. Surtout le marathon des sables où tu es en autosuffisance et où tu te gères tout seul. Donc quand tu rentres, tu regardes tes ampoules, tu regardes qu'est-ce qui reste, tu manges vite fait, puis tu dors et tu repars le lendemain matin avec ce qui te reste d'énergie. Et effectivement, tu fais ça pendant plusieurs jours. Donc écoute, si tu es motivé, je te ferai un plan d'entraînement pour le. Tu viendras avec moi. Non, mais moi, on y va entre copains. Toi, tu feras ça en relâche et puis on fera ça ensemble. Non, mais ça a eu un fort impact sur ta pratique aussi, Johan. Si tu veux en dire un mot de la Trans Rockies, c'est quelque chose de fantastique à découvrir. Ouais, j'ai découvert ça avec un pote Martin Gaffuri, qui me dit écoute, ça va te plaire, c'est assez fun et tout, je t'amène aux États-Unis, tu vas voir, c'est une partie du Colorado à traverser, tu verras, on passera par Leadville, Beaver Creek, Vail, et je me dis ça va être vraiment cool. Donc c'était une course en 6 étapes à peu près, entre 40 et 50 km par jour. C'était dur parce que c'était en altitude, mais ce qui était bien, c'est qu'on portait que nos affaires pour la course, voilà. Et le reste, on récupérait en fait un drop bag et t'as un confort quand même qui est apporté, qui est non négligeable, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est pour ça que sur les courses, ça allait super vite. Et après, c'est vrai que c'était une colonie de vacances en fait pour des adultes. Et tu vois, au milieu, on te cale un beer mile. Ouais, et puis tout autour, c'est quand même incroyable. Le décor. Puis, voilà, en fait, le résultat, oui, il y a quelques mecs qui veulent se tirer la bourre, tu vois, mais derrière, ouais, le résultat, il importe peu, tu vois. Et j'ai adoré en fait ce côté course à étapes. J'ai pu le refaire l'année d'après. Et après, j'ai basculé sur les marathons des sables. Et ce que j'aime dans le livre aussi, c'est qu'il y a plein de petits conseils d'entraînement comme ça, et il y a aussi des coulisses. Et alors là, je veux le témoignage de Yodu aussi, parce qu'il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai découvert, et qui est assez marrant, c'est un peu la face cachée des athlètes et les petits secrets individuels. Johan, tu l'expliques très bien, je trouve. Tu dis, oui, parce que on est tous là, évidemment, à discuter avec des marques, notamment de nutrition et tout, et puis à s'engager avec certaines. Sauf que parfois, même nous, on sait pertinemment que c'est pas un produit qui nous convient, ou que c'est pas le meilleur du marché. Alors parfois, il y a un peu de trafic. On sait que la poudre qu'on va mettre dans nos gourdes le jour de la course n'est pas celle dont on est partenaire. Mais bon, ça, c'est des petits secrets d'athlètes. Johan Stuck, c'est un vrai témoignage, quoi. Tu nous apprends des trucs, ça, je trouve ça assez marrant à raconter, quoi. Ouais, il y a quelques coureurs qui se sont fait taper sur les doigts parce que tu sais, maintenant, tu as les lives et tout sur les ultras, bien sûr. Tu te rends compte que les mecs, ils utilisent pas du tout les bons. Ouais. Parce qu'il les soutient, les marques qui les soutiennent financièrement. Donc, ouais, forcément, c'est. Yodu, t'as déjà vu ça, toi aussi, des mecs qui signent avec certaines marques et qui se disent, bon, en fait, le produit est pas optimal pour moi et il faut que je trouve une solution? Oui, oui, ça peut arriver, surtout si malheureusement, tu te rends compte après avoir signé que le produit, il te convient pas, tu vois, surtout dans de la nutrition. La nutrition, c'est hyper important et c'est vraiment un truc personnel. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir digérer des gels que toi, tu vas pas pouvoir digérer. Et effectivement, oui, bien sûr, c'est des choses qui se font en loose day. Mais le pire, ça a été avec l'arrivée des chaussures à plaque de carbone. Quand Nike est arrivé et que c'était les premiers, nombre de chaussures maquillées qu'il y avait en pointe ou en chaussures de route par des athlètes qui étaient sponsorisés par d'autres marques, mais qui n'avaient pas accès à ces chaussures-là. 3 bandes sur les Nike, c'est incroyable. Il y a des photos, moi je m'en rappelle, il y avait des photos qui tournaient, c'était du maquillage, mais c'était super bien fait, hein. Il fallait vraiment s'y connaître pour voir que en fait, sur les Nike, il y avait un trou à l'arrière de la pointe et que normalement sur les Adidas ou les Puma ou toutes les autres marques, il n'existait pas ce trou. Et quand tu voyais une fausse Puma, c'était comme les Pumas du Bled. Par contre, tu valides bien le vin de Bergerac, hein.
Ah, le vin de Bergerac, c'est du vin de Bergerac. Je peux te dire que quand tu le bois, celui-là, tu sais qu'il vient de Bergerac. Eh ben voilà, c'est-à-dire qu'il est bon ou qu'il est pas bon alors? On sent le côté terroir, mais bien sûr qu'il est bon. Bon, c'est le terroir alors. Non, mais ça, c'est un très bon conseil que tu donnes, Johan, dans ton livre, c'est arrêter d'écouter tout ce qu'on vous dit sur la nutrition. La nutrition, c'est personnel et il faut personnifier sa stratégie de nutrition, quelle que soit sa distance. Ça, c'est un bon conseil pour les trailers notamment. Ouais, carrément. Après, voilà, il faut voir ce qui marche et ce qui marche pas. Il faut en consommer à l'entraînement. Pareil, y aller progressivement et puis après il faut être accompagné, tu vois, si tu veux pousser encore plus loin sur l'aspect diététique, il faut être accompagné par des personnes diplômées et qui sont au courant de ce qui se passe dans la nutrition sportive, mais ouais, après faut vraiment utiliser ce qui passe bien et où on prend plaisir aussi, parce que ça reste du plaisir. Ça aussi, c'est un point important, c'est la préparation mentale. Tu en parles parce que toi, tu avais un parcours atypique, tu t'es dit à un moment, il faut que je sois aidé. Et tu as consulté plusieurs personnes, et à chaque fois, tu t'es dit, non mais là, on bascule sur la secte ou le gourou, et c'est pas du tout ce qu'il me faut, quoi. Donc là aussi, tu estimes qu'il faut une approche singulière sur ces dossiers-là, et c'est marrant qu'on en parle avec Yodu, parce que Yodu, pareil, n'a jamais été accompagné par un préparateur mental. Donc toi, Johan, tu dis là aussi, voyez vraiment, faites le point avec vous-même, savoir ce qui peut vous apporter ou pas, ou vous desservir, quoi. Ouais, je suis même allé voir une psy, tu vois, et au final, quand je sortais de chez elle, je me suis dit, à part m'avoir pris 60 balles, tu vois, j'ai pas appris grand-chose derrière, tu vois. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer d'y retourner et de voir, et en fait, ça m'a rien apporté, et après, j'ai échangé avec Éric Lacroix, qui a été mon premier entraîneur, qui travaille maintenant beaucoup sur la prépa mentale, mais sur un point vraiment très scientifique. Et là, en fait, déjà, il m'a expliqué pourquoi, et ça, c'est important sur certains sujets. Ouais. Et après, derrière, il y avait un vrai échange, tu vois. Et c'est là où tu dis, c'est bon, tu vois, grâce à ça, j'avance et j'évolue, et tu sais pourquoi t'échanges, et ça m'a permis de travailler sur certains points, tu vois. Ouais. Et Adrien m'accompagne sur de la planification d'entraînement, et je suis bête et discipliné, j'applique ce qu'il me dit en mettant certains retours. Et puis avec Eric, j'échange avec lui quelques fois dans l'année, et c'est super. Yodu, il ne s'agit pas de dire que la préparation mentale ne convient pas à tout le monde, mais il faut savoir qu'est-ce que ça va vous apporter, quoi. Toi, tu n'as jamais estimé que ça t'apporterait quelque chose, c'est pour ça que tu n'as pas fait appel à un préparateur mental. Non, c'est propre à chacun, c'est comme tout à l'heure pour la nutrition, il faut se connaître, c'est quelque chose dont on estime qu'on en a besoin, tu vois, c'est-à-dire que je n'arrive pas personnellement à trouver une réponse à mes problèmes, à savoir pourquoi est-ce que je stresse en compétition, ou pourquoi je suis fort à l'entraînement et j'arrive pas à matérialiser ça le jour J, pourquoi j'ai du mal à me motiver pour aller m'entraîner et tout ça. Effectivement, quand on se retrouve face à ces problèmes-là pour le sport, par rapport à la problématique sportive, je peux aller voir un préparateur mental pour m'aider à préparer les compétitions. Et après, si c'est d'autres problèmes liés à sa vie perso, là c'est la même chose, mais par rapport à tes problèmes perso. Mais effectivement, moi dans mon sport, j'ai toujours eu l'impression de toujours savoir répondre à mes pourquoi je cours, pourquoi je fais ça, comment je vais y arriver, quel est mon plan, et tout ça. Alors après, voilà, c'est aussi propre à chacun, tu vois, il faut lire des livres, il faut s'informer, j'ai toujours regardé les reportages, tu sais, sur le sport, donc t'apprends dans les sport co quand tu vois la vie d'un groupe et tout ça, et ça aide vachement, ouais. Johan, comment tu planifies tes saisons avec Adrien Séguré alors comment vous faites? C'est selon les envies? Tu dis là, je veux perfer sur marathon cette année, donc c'est plus accès route, vitesse, etc., tempo. Là, c'est plus trail, donc on va se concentrer là-dessus. Comment ça se passe la planif d'une saison? Alors maintenant, c'est beaucoup plus ordonné, mais avant, c'était un casse-tête pour Adrien, le pauvre, parce que du coup, des fois, je lui rajoutais des trucs, j'en enlevais, j'en remettais, enfin bref. Non, maintenant, c'est beaucoup plus ordonné, et oui, j'essaye de faire la prépa classique, vitesse, tempo en hiver, tu vois. Et moi, je suis pas un mec de la montagne pure, donc du coup, et puis habitant à Lyon et travaillant à 40 heures par semaine dans un magasin, là. Du coup, il faut optimiser, donc j'ai pas trop le temps, et puis mes congés payés, je les prends pour aller faire des courses, donc du coup, après, derrière, j'ai pas non plus un créneau très large.
Donc j'essaye de faire la prépa classique l'hiver avec l'aspect cross, tempo le week-end, et puis et après de se servir de tout ça pour partir plutôt sur des trails roulants comme le Xterra Trail cette année, et puis rebasculer derrière sur quelque chose d'assez cyclique, et au moins il y a une bonne habitude, et puis on reste quand même dans ce milieu de performance où on cherche quand même un pic de forme pour certains objectifs à vraiment respecter. Et je me suis rendu compte que de faire ça depuis 2 ans maintenant, je vois que ça porte ses fruits, et je pense que ça ira encore mieux, tu vois, sur les prochains mois à venir, là. La vraie championne, c'est Estelle qui accepte tout ça, quoi. Et qui concilie sa vie de famille avec toutes tes envies, quoi. C'est ça le truc. Ah ouais, là, c'est incroyable, franchement. Tu vois, elle s'entraîne pas comme pour faire de l'ultra, mais elle a déjà le mental, tu vois. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est la suite logique pour toi d'aller, parce que tu fais beaucoup de trail comme ça, est-ce que tu veux monter sur l'ultra longue distance, aller sur l'ultra, faire l'UTMB, c'est la prochaine marche pour toi ? Ouais, déjà j'ai 42 ans, et c'est vrai que sur l'ultra ce serait peut-être la bonne période pour basculer. Après c'est toujours le problème, faut dégager du temps, parce que l'ultra il faut faire des choix. Temps, et puis il faut faire des choix. Donc je me satisfais un petit peu de ce que j'ai la vie familiale autour, j'ai le travail à côté. Dans les entraînements, je me fais vraiment plaisir, mais oui, tu vois, un UTMB c'est quelque chose que j'aimerais cocher. Comme d'autres ultras, tu vois, plus sur les US, comme Leadville ou la Western, c'est des profils qui sont pas mal pour moi, tu vois. La Western, il fait chaud, mais c'est un double éco-trail, quoi. Ouais. Donc, t'aimes les trails roulants, toi. T'aimes le long, mais le roulant. Ouais, j'aime beaucoup courir. J'aime avoir cette sensation de vitesse, quoi. Ouais. Et... au marathon. Ah bah oui. Et puis je suis perdu quand tu me mets sur une manche de skyrunning, les gens ils se demandent ce que je fais là, tu vois. C'est quoi, l'aspect technique, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, je suis plus facile dans les descentes de bière que dans les descentes techniques, quoi. Ok. Trop grand. Ouais, non mais je comprends. Mais c'est sûr que c'est un... En même temps, Yodu, c'est un régal pour un coach aussi de faire travailler comme ça Johan, qui a la capacité sur toutes ses filières d'être performant, et de se dire, cette année on axe là-dessus, après on axe là-dessus, etc., quoi. Ouais, t'as plein de leviers, t'as 1000 choses à faire, des préparations du coup qui sont totalement différentes d'une année sur l'autre, avec des efforts qui sont totalement différents entre le trail, la route, les montées, les descentes, les crosses. Donc non, c'est super intéressant pour un coach, et c'est pour ça que moi je dis souvent faut varier les plaisirs, et c'est vrai que souvent on veut mettre les athlètes dans des cases, mais c'est bien de temps en temps d'en sortir et d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ouais. Et Johan, c'est quoi la suite à moyen terme ? Les prochaines années, on l'a dit, 42 ans, Ludovic Pombray en est la preuve, on peut encore être performant même après 40 ans et avoir des résultats qu'il a commencé tard, Johan. Exceptionnels. Tu as commencé tard en plus, donc ça peut te favoriser parce que tu n'as pas l'usure physique et mentale. Quels sont les grands projets que tu te fixes comme ça à moyen terme ? Eh ben écoute, j'ai envie de faire une belle place au final là, de Xterra Trail au Pays de Galles au mois de juillet. Ouais. De mettre en place un petit peu tout ce travail qui a été fait sur cette première partie d'année. Et ensuite, faire un bon temps sur le marathon de New York, qui est un profil, t'es pas là pour faire un moins de 2h20, mais t'es sur un profil que j'aime bien, qui est cassant. Ah bah toi, ça va te correspondre, voilà. Ça c'est sûr. Ouais. Donc du coup, on va essayer d'optimiser là, et de voir sur ces deux objectifs-là. Au milieu, je calerai la MCC, histoire d'être la semaine sur Chamonix, puis c'est la première course, et puis j'aime cette émulation qu'il y a. Et après, peut-être un marathon des sables, mais tu sais, le format 120 km, donc une étape de 30, 60 et 30. Et puis faire un beau marathon de New York. Voilà, et ça dit tout du personnage. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà, le mec qui cumule marathon des sables et marathon de New York, c'est un délire. Mais bon, comme ça, ça vous donne une idée du personnage. Pour terminer, si on parle de satisfaction personnelle, qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu vois tout ce qui t'arrive, la sortie du livre, les témoignages, etc. C'est le combat que tu as réussi à mener personnellement malgré au départ des circonstances qui n'étaient pas favorables, ou c'est tous les témoignages que tu reçois de gens, comme on le disait, qui te disent merci, ça me motive, etc. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ?
Ce que je suis fier, c'est que souvent on me dit, faut éviter de regarder en arrière. Moi, au contraire, tu vois, je m'en sers et je me rappelle d'où je viens. Et grâce à ça, ça me permet, tu vois, de garder cette détermination et cette motivation. Parce que c'est vrai que, tu vois, on en parlait, oui, ça use physiquement, mais mentalement aussi. Toute cette course à pied, tous ces entraînements, ce côté un petit peu stressant. Et ouais, je m'en sers. Et au contraire, les réseaux sociaux, par exemple, le livre aussi, ça me permet de communiquer à travers la vie de ce mec-là qui a commencé à courir quand il était en surpoids et qu'il a arrêté de fumer 30 clopes par jour. Mais du coup, ouais, je m'en sers et je trouve que voilà, ça aide les gens aussi. Donc j'en suis fier et je suis fier que ma famille m'accompagne voilà, dans ce projet. Charlie et Estelle, on croit en ça et puis voilà, on est épanoui là-dedans et voilà, la course à pied prend une énorme place dans notre vie, mais après, j'essaye de prendre le côté le plus sympa et de m'en servir, quoi. T'es pas prêt à t'engager si tu fais moins de 2 ans au marathon à te raser la barbe? Non, ça c'est pas l'actualité. Écoute, je me suis une fois rasé la barbe pour un pote qui a eu un cancer des testicules et on avait lancé une cagnotte. En gros... pour Movember, en gros, on s'était dit si on dépasse 5000 balles, je me rase la barbe. Donc, on a lancé le projet sur le mois de novembre. Ouais. Et en fait, on a atteint les 5000 balles en moins de 2 jours. Donc, du coup, j'ai dû me raser la barbe. T'es rasé à blanc? T'étais rasé à blanc? Ouais, j'avais laissé la moustache. Ah, la moustache, quand même. Ah, okay. Et pour Movember, du coup, j'avais laissé la moustache. Et les gens ont tellement kiffé le truc qu'ils ont continué à mettre des sous. Et du coup, c'est parti à l'association. Bon, bravo. Okay. Eh ben bravo. Johan, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Vraiment une histoire inspirante. Allez acheter ce livre, donc Une vie en équilibre, coécrit avec Cécile Bertin, préface d'Adrien Séguré, postface d'Éric Lacroix. Je précise donc qu'il est en vente dans toutes les librairies et que grâce à toi, Johan, on en fait gagner un exemplaire dans RMC Running. Hein. Exactement. Donc, merci. Et j'en offre un à Yodu aussi. Voilà, super. Avec plaisir. Eh ben magnifique. Si tu peux dédicacer les deux d'ailleurs, comme ça la personne qui le recevra aura un exemplaire dédicacé. On va mettre ça en place. Si ça vous intéresse de vivre comme ça, d'en apprendre un peu plus sur Johan Stuck, n'hésitez pas. Vous participez, vous allez sur notre compte Instagram et vous participez au tirage au sort. Vraiment, ça vaut le coup. Un grand merci, Johan, d'être venu dans RMC Running ce matin. C'était super. Merci à tous les deux. Tu reviens quand tu veux. Bonne chance pour tes prochains objectifs. On va te suivre notamment sur le marathon de New York. Merci au maître Yodu. Merci, Poto. Merci à tous. Encore de bons conseils que tu as apportés aujourd'hui. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.